1392 AM, écoutez Nuit des Étoiles Radio. Conforama, le confort pour tous. C'est le déstockage Conforama, avec 70 € de réduction sur le PC Thomson 14 pouces. 129 € avec housse et souris. Un PC ultra portable, mais surtout ultra pas cher. Conforama, jusqu'au 11 novembre, dont 30 € remboursés par Thomson. Conditions sur conforama.fr. Conforama, le confort pour tous. Votre lave-linge vous joue des tours? En ce moment, profitez de 100 € de remise sur le lave-linge LG 7 kg 1400 tours minute à seulement 359 €. 100 € de remise? Ça fait tourner la tête, non? Conforama, jusqu'au 21 octobre. Conditions sur conforama.fr. Smoke, I don't need a drink. Just tell me how you feel, tell me what you think. Cause I've been on my own for a fucking while, and I don't need a girl, I just wanna smile. Getting my mind right, I'll wait till the time's right. I'm meaning to tell you why it's hard to sleep at night. There's nothing to fear now, girl, we should be here now. So why don't you hear me out? I'm saying talk is overrated, let's just vibe. And love is overrated in my mind. Girl, talk is overrated, let's just vibe. Just for tonight. I'll be yours if you want me to. I'll be yours if you want me to. I've been hella stressed, I would rather chill. I know you look to me, wonder how I deal. But look inside my soul, I don't mean to front. Cause really I don't know what the fuck I want. I remember when we were more than friends, I would just pretend that was cold. After all this shit, I could not let you in. Summer went, saved up all the money that I would've spent on you. Talk is overrated, let's just vibe. And love is overrated in my mind. Girl, talk is overrated, let's just vibe. Just for tonight. I'll be yours if you want me to. I'll be yours if you want me to. Yeah, let's talk it out. Girl, time out. I know that you only with me for the clout. Sit down, you had too much to drink. Maybe it's my fault. I remember you would pull up, pour up Hennessy, I skin the smoke. No, there you go again. Mix and blow it down, a brand new hold around you. And when the night is done, you be hitting my line. Tell me your phone at 1%, 3 a.m. you wanna buy. Talk is overrated, let's just vibe. And love is overrated in my mind. Girl, talk is overrated, let's just vibe. Just for tonight. I'll be yours if you want me to. I'll be yours if you want me to. Do you remember my name? Do you remember the time? Do you remember my face and my broken name? I tried to save it and gotta save my soul. I lost you, homie. The rest of my bones, 'cause you only know this man is down, deep down in my heart.
Remember his name? Do you remember the time? Do you remember his face and his broken name? I tried to save it and got to save my soul. I lost you, homie, burn the rest of my bones, 'cause you only know this man is down, deep down in my heart. I feel the freeze of the dead. I know he's dead. I know he's dead. For the last time I cried, Baby, let me take the pressure off you. I'll make the first move and do what I got to. Can we slow this down to my pace? I'ma make you fall in love. Let me show you what my body do, how a real woman do. 'Cause I do what I got to. Let me take you back to my place, where I'll make you fall in love. Take it back to basics, no ego in the way. Put this cookie on your face to remind you of your place in the backseat of your car, where I know I hit it first. Have you losing all control when I whisper to you? I just wanna play with your body. I just wanna play with your body. Oh, and if I play with your body, will you play with me? I just wanna play with your body. I just wanna play with your body. Oh, and if I play with your daddy, will you play with me? Time for games no more. Delusional setbacks. Yeah, these bitches play too hard to get. Make you do some fall back. Getting psycho on some bullshit. I don't give a fuck about that. I'ma hold it down and throw it down as soon as you get back. Take it back to basics, no ego in the way. Put this cookie on your face to remind you of your place in the backseat of your car, where I know I hit it first. Have you losing all control when I whisper to you? I just wanna play with your body. I just wanna play with your body. Oh, and if I play with your daddy, will you play with me? I just wanna play with your body.
with your body? Oh, and if I play with your daddy, will you play with me? Take it back to basics, basics. Take it back to basics, basics. Take it back to basics. Will you play with me? Take it back to basics, basics. Take it back to basics, basics. Take it back to basics. Will you play with me? Dernier épisode de la saison 1 des Nuits de Léa, épisode 6. Cependant, la voix publique avait fait connaître à l'archidiacre de quelle manière miraculeuse l'Égyptienne avait été sauvée. Quand il apprit cela, il ne sut ce qu'il en éprouvait. Il s'était arrangé de la mort de la Esmeralda. De cette façon, il était tranquille. Il avait touché le fond de la douleur possible. Le cœur humain, dont Claude avait médité sur ces matières, ne peut contenir qu'une certaine quantité de désespoir. Quand l'éponge est imbibée, la mer peut passer dessus sans y faire entrer une larme de plus. Or, la Esmeralda morte, l'éponge était imbibée. Tout était dit pour Don Claude sur cette terre, mais la sentir vivante, et Phébus aussi, c'était les tortures qui recommençaient, les secousses, les alternatives, la vie. Et Claude était las de tout cela. Quand il sut cette nouvelle, il s'enferma dans sa cellule du cloître. Il ne parut ni aux conférences capitulaires, ni aux offices. Il ferma sa porte à tous, même à l'évêque. Il resta muré de cette sorte plusieurs semaines. On le crut malade. Il l'était en effet. Que faisait-il ainsi enfermé? Sous quelle pensée l'infortuné se débattait-il? Livrait-il une dernière lutte à sa redoutable passion? Combinait-il un dernier plan de mort pour elle et de perdition pour lui? Son Jean, son frère chéri, son homme gâté, vint une fois à sa porte, frappa, jura, supplia, se nomma 10 fois. Claude n'ouvrit pas. Il passait des journées entières, la face collée aux vitres de sa fenêtre. De cette fenêtre, située dans le cloître, il voyait la logette de la Esmeralda et la voyait souvent elle-même avec sa chèvre, quelquefois avec Quasimodo. Il remarquait les petits soins du vilain sourd, ses obéissances, ses façons délicates et soumises avec l'Égyptienne. Il se rappelait, car il avait bonne mémoire, lui, et la mémoire est la tourmenteuse des jaloux, il se rappelait le regard singulier du sonneur sur la danseuse un certain soir. Il se demandait quel motif avait pu pousser Quasimodo à la sauver. Il fut témoin de 1000 petites scènes entre la bohémienne et le sourd dont la pantomime, vue de loin et commentée par sa passion, lui parut fort tendre. Il se défiait de la singularité des femmes, alors il sentit confusément s'éveiller en lui une jalousie à laquelle il ne se fût jamais entendu, une jalousie qui le faisait rougir de honte et d'indignation. Passe encore pour le capitaine, mais celui-ci, cette pensée le bouleversait. Ses nuits étaient affreuses. Depuis qu'il savait l'Égyptienne vivante, les froides idées de spectres et de tombes qui l'avaient obsédé un jour entier s'étaient évanouies, et la chair revenait l'aiguillonner. Il se tordait sur son lit de sentir la brune jeune fille si près de lui. Chaque nuit, son imagination délirante
lui représentait la Esmeralda dans toutes les attitudes qui avaient le plus fait bouillir ses veines. Il la voyait étendue sur le capitaine poignardé, les yeux fermés, sa belle gorge nue couverte du sang de Phébus, à ce moment de délice où l'archidiacre avait imprimé sur ses lèvres pâles ce baiser dont la malheureuse, quoique à demi morte, avait senti la brûlure. Il la revoyait déshabillée par les mains sauvages des tortionnaires, laissant mettre à nu et emboîter dans le brodequin aux vis de fer son petit pied, sa jambe fine et ronde, son genou souple et blanc. Il revoyait encore ce genou d'ivoire resté seul en dehors de l'horrible appareil de torterue. Il se figurait enfin la jeune fille en chemise, la corde au cou, épaules nues, pieds nus, presque nus, comme il l'avait vu le dernier jour. Ces images de volupté faisaient crisper ses poings et courir un frisson de long de ses vertèbres. Une nuit, entre autres, elles échauffèrent si cruellement dans ses artères son sang de vierge et de prêtre qu'il mordit son oreiller, sauta hors de son lit, jeta un surplis sur sa chemise et sortit de sa cellule, sa lampe à la main, à demi nu, effaré, l'œil en feu. Il savait où trouver la clé de la porte rouge qui communiquait du cloître à l'église et il avait toujours sur lui, comme on sait, une clé de l'escalier des tours. Cette nuit-là, la Esmeralda s'était endormie dans sa logette, pleine d'oubli, d'espérance et de douces pensées. Elle dormait depuis quelque temps, rêvant, comme toujours, de Phébus lorsqu'il lui sembla entendre du bruit autour d'elle. Elle avait un sommeil léger et inquiet, un sommeil d'oiseau. Un rien la réveillait. Elle ouvrit les yeux. La nuit était très noire. Cependant, elle vit à sa lucarne une figure qui la regardait. Il y avait une lampe qui éclairait cette apparition. Au moment où elle se vit aperçue de la Esmeralda, cette figure souffla la lampe. Néanmoins, la jeune fille avait eu le temps de l'entrevoir. Ses paupières se refermèrent de terreur. « Oh !» dit-elle d'une voix éteinte. « Le prêtre !» Tout son malheur passé lui revint comme dans un éclair. Elle retomba sur son lit, glacée. Un moment après, elle sentit le long de son corps un contact qui la fit tellement frémir qu'elle se dressa éveillée et furieuse sur son séant. Le prêtre venait de se glisser près d'elle. Il l'entourait de ses deux bras. Elle voulut crier et ne put. « Va-t'en, monstre, va-t'en, assassin !» dit-elle d'une voix tremblante et basse à force de colère et d'épouvante. « Grâce, grâce !» murmura le prêtre en lui imprimant ses lèvres sur les épaules. Elle lui prit sa tête chauve à deux mains par son reste de cheveux et s'efforça d'éloigner ses baisers comme si c'eût été des morsures. « Grâce !» répétait l'infortuné. « Si tu savais ce que c'est que mon amour pour toi, c'est du feu, du plomb fondu, 1000 couteaux dans mon cœur. » Et il arrêta ses deux bras avec une force surhumaine, éperdue. « Lâche-moi, lui dit-elle, ou je te crache au visage. » Il la lâcha. « Avilis-moi, frappe-moi, sois méchante, fais ce que tu voudras, mais grâce, aime-moi. » Alors elle le frappa avec une fureur d'enfant. Elle raidissait ses belles mains pour lui meurtrir la face. « Va-t'en, démon. Aime-moi, pitié. » criait le pauvre prêtre en se roulant sur elle et en répondant à ses coups par des caresses. Tout à coup, elle le sentit plus fort qu'elle. « Il faut en finir, » dit-il en grinçant des dents. Elle est subjuguée, palpitante, brisée entre ses bras à sa discrétion. Elle sentait une main lascive s'égarer sur elle. Elle fit un dernier effort et se mit à crier. « Au secours, à moi, un vampire, un vampire !» Rien ne venait. Djali seul était éveillé et bêlait avec angoisse. « Tais-toi !» disait le prêtre haletant. Tout à coup, en se débattant, en rampant sur le sol, la main de l'égyptienne rencontra quelque chose de froid et de métallique. C'était le sifflet de Quasimodo. Elle le saisit avec une convulsion d'espérance, le porta à ses lèvres et y siffla de tout ce qui lui restait de force. Le sifflet rendit à son clair, aigu, perçant. « Qu'est-ce que cela ?» dit le prêtre. Presque au même instant, il se sentit enlevé par un bras vigoureux. La cellule était sombre. Il ne put distinguer nettement qui le tenait ainsi. Mais il entendit des dents claquer de rage, et il y avait juste assez de lumière éparse dans l'ombre pour qu'il vît briller au-dessus de sa tête une large lame de coutelas. Le prêtre crut apercevoir la forme de Quasimodo.
il supposa que ce ne pouvait être que lui. Il se souvint d'avoir trébuché en entrant contre un paquet qui était étendu en travers de la porte en dehors. Cependant, comme le nouveau venu ne proférait pas une parole, il ne savait que croire. Il se jeta sur le bras qui tenait le coutelas en criant « Quasimodo !» Il oubliait en ce moment de détresse que Quasimodo était sourd. En un clin d'œil, le prêtre fut terrassé et sentit un genou de plomb s'appuyer sur sa poitrine. À l'empreinte anguleuse de ce genou, il reconnut Quasimodo. Mais que faire? Comment de son côté être reconnu de lui? La nuit faisait le sourd aveugle. Il était perdu. La jeune fille, sans pitié, comme une tigresse irritée, n'intervenait pas pour le sauver. Le coutelas se rapprochait de sa tête. Le moment était critique. Tout à coup, son adversaire parut pris d'une hésitation. « Pas de sang sur elle », dit-il d'une voix sourde. C'était en effet la voix de Quasimodo. Alors le prêtre sentit la grosse main qui le traînait par le pied hors de la cellule. C'est là qu'il devait mourir. Heureusement, pour lui, la lune venait de se lever depuis quelques instants. Quand ils eurent franchi la porte de la logette, son pâle rayon tomba sur la figure du prêtre. Quasimodo le regarda en face, un tremblement le prit, il lâcha le prêtre et recula. L'Égyptienne, qui s'était avancée sur le seuil de la cellule, vit avec surprise les rôles changer brusquement. C'était maintenant le prêtre qui menaçait, Quasimodo qui suppliait. Le prêtre, qui accablait le sourd de gestes de colère et de reproche, lui fit violemment signe de se retirer. Le sourd baissa la tête, puis il vint se mettre à genoux devant la porte de l'Égyptienne. « Monseigneur, dit-il d'une voix grave et résignée, vous ferez après ce qu'il vous plaira, mais tuez-moi d'abord. » En parlant ainsi, il présentait au prêtre son coutelas. Le prêtre, hors de lui, se jeta dessus, mais la jeune fille fut plus prompte que lui. Elle arracha le couteau des mains de Quasimodo et éclata de rire avec fureur. « Approche !» dit-elle au prêtre. Elle tenait la lame haute. Le prêtre demeura indécis. Elle l'eût certainement frappé. « Tu n'oserais plus approcher. Lâche !» lui cria-t-elle. Puis elle ajouta avec une expression impitoyable, et sachant bien qu'elle allait percer de 1000 fers rouges le cœur du prêtre. « Ah, je sais que Phébus n'est pas mort. » Le prêtre renversa Quasimodo à terre d'un coup de pied et se replongea en frémissant de rage sous la voûte de l'escalier. Quand il fut parti, Quasimodo ramassa le sifflet qui venait de sauver l'Égyptienne. Il se rouillait, dit-il en lui rendant. Puis, il la laissa seule. La jeune fille, bouleversée par cette scène violente, tomba épuisée sur son lit et se mit à pleurer à sanglots. Son horizon redevenait sinistre. De son côté, le prêtre était rentré à tâtons dans sa cellule. C'en était fait. Don Claude était jaloux de Quasimodo. Il répéta d'un air pensif sa fatale parole. Personne ne l'aura. Depuis que Pierre Gringoire avait vu comment toute cette affaire tournait, et que décidément il y aurait corde, pendaison et autres désagréments pour les personnages principaux de cette comédie, il ne s'était plus soucié de s'en mêler. Les truands, parmi lesquels il était resté considérant qu'en dernier résultat c'était la meilleure compagnie de Paris, les truands avaient continué de s'intéresser à l'Égyptienne. Il avait trouvé cela fort simple de la part de gens qui n'avaient comme elle d'autres perspectives que Charmolue et Torterue et qui ne chevauchaient pas comme lui dans les régions imaginaires entre les deux ailes de Pégasus. Il avait appris par leurs propos que son épousé au pois cassé s'était réfugié dans Notre-Dame et il en était bien aise. Mais il n'avait pas même la tentation d'y aller voir. Il songeait quelquefois à la petite chèvre et c'était tout. Du reste, le jour, il faisait des tours de force pour vivre et la nuit, il élucubrait un mémoire contre l'évêque de Paris car il se souvenait d'avoir été inondé par les roues de ses moulins et il lui en gardait rancune. Il s'occupait aussi de commenter le bel ouvrage de Baudry le Rouge, évêque de Noyon et de Tournai, Découpa Petrarum, de la coupe des pierres, ce qui lui avait donné un goût violent pour l'architecture. Penchant qui avait remplacé dans son cœur sa passion pour l'hermétisme, dont il n'était d'ailleurs qu'un corollaire naturel,
puisqu'il y a un lien intime entre l'hermétique et la maçonnerie. Gringoire avait passé de l'amour d'une idée à l'amour de la forme de cette idée. Un jour, il s'était arrêté près de Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'angle d'un logis qu'on appelait le Fort-l'Évêque, lequel faisait face à un autre qu'on appelait le Fort-le-Roi. Il y avait à ce Fort-l'Évêque une charmante chapelle du XIVe siècle dont le chevet donnait sur la rue. Gringoire en examinait dévotement les sculptures extérieures. Il était dans un de ces moments de jouissance égoïste, exclusive, suprême, où l'artiste ne voit dans le monde que l'art et voit le monde dans l'art. Tout à coup, il sent une main se poser gravement sur son épaule. Il se retourne. C'était son ancien ami, son ancien maître, Monsieur l'archidiacre. Il resta stupéfait. Il y avait longtemps qu'il n'avait vu l'archidiacre, et Don Claude était un de ces hommes solennels et passionnés dont la rencontre dérange toujours l'équilibre d'un philosophe sceptique. L'archidiacre garda quelques instants un silence pendant lequel Gringoire eut le loisir de l'observer. Il trouva Don Claude bien changé, pâle, comme un matin d'hiver, les yeux caves, les cheveux presque blancs. Ce fut le prêtre qui rompit encore le silence en disant d'un ton tranquille mais glacial: « Comment vous portez-vous, maître Pierre ?» « Ma santé ?» répondit Gringoire. « Eh, on en peut dire ceci et cela. Toutefois, l'ensemble est bon. Je ne prends trop de rien. Vous savez, maître, le secret de se bien porter, selon Hippocrate, c'est que mets, boisson, sommeil, amour, tout soit modéré. » « Vous n'avez donc aucun souci, maître Pierre, reprit l'archidiacre en regardant fixement Gringoire. « Ma foi, non. » Les nuits de Léa sur Vibration. Vibration, vibrons ensemble. Vous écoutez les nuits de Léa sur Vibration. Vibration, vibrons ensemble. Et que faites-vous maintenant? Vous le voyez, mon maître? J'examine la coupe de ces pierres et la façon dont est fouillé ce bas-relief. Le prêtre se mit à sourire. Et ce sourire amer qui ne relève qu'une des extrémités de la bouche. Et cela vous amuse? C'est le paradis, s'écria Gringoire. Et se penchant sur les sculptures, avec la mine éblouie d'un démonstrateur de phénomènes vivants. Est-ce donc que vous ne me trouvez pas, par exemple, cette métamorphose de basse-taille exécutée avec beaucoup d'adresse, de milliardise et de patience? Regardez cette colonnette. Autour de quel chapiteau avez-vous vu feuilles plus tendres et mieux caressées du ciseau? Voici 3 rondes bosses de Jean Malvin. Ce ne sont pas les plus belles œuvres de ce grand génie. Néanmoins, la naïveté, la douceur des visages, la gaieté des attitudes et des draperies, et cet agrément inexplicable qui se mêle dans tous les défauts, rendent les figurines bien égayées et bien délicates. Peut-être même trop. Vous trouvez que ce n'est pas divertissant? Si fait, dit le prêtre. Et si vous voyez l'intérieur de la chapelle, reprit le poète avec son enthousiasme bavard. Partout des sculptures, c'est touffu comme un cœur de chou. L'abside est d'une façon fort dévote et si particulière que je n'ai rien vu de même ailleurs. Don Claude l'interrompit. Vous êtes donc heureux? Gringoire répondit avec feu. En honneur, oui. J'ai d'abord aimé des femmes, puis des bêtes. Maintenant, j'aime des pierres. C'est tout aussi amusant que les bêtes et les femmes. Et c'est moins perfide. Le prêtre mit sa main sur son front. C'était son geste habituel. En vérité. Tenez, dit Gringoire, on a des jouissances. Il prit le bras du prêtre qui se laissait aller et le fit entrer sous la tourelle de l'escalier du Fort-l'Évêque. Voilà un escalier, chaque fois que je le vois, je suis heureux. C'est le degré de la manière la plus simple et la plus rare de Paris. Toutes les marches sont par-dessous délardées. Sa beauté et sa simplicité consistent dans les girons de l'une et de l'autre, portant un pied ou environ, qui sont entrelacés, enclavés, emboîtés, enchaînés, enchâssés, entretaillés l'un dans l'autre, et s'entremordent d'une façon vraiment ferme et gentille. Et vous ne désirez rien? Non. Et vous ne regrettez rien? Ni regret ni désir. J'ai arrangé ma vie. Ce qu'arrangent les hommes, dit Claude, les choses le dérangent. Je suis un philosophe pyrrhonien, répondit Gringoire. Et je tiens tout en équilibre. Et comment la gagnez-vous, votre vie?
Je fais encore ça et là des épopées et des tragédies. Mais ce qui me rapporte le plus, c'est l'industrie que vous me connaissez, mon maître. Porter des pyramides de chaises sur mes dents. Le métier est grossier pour un philosophe. C'est encore de l'équilibre, dit Gringoire. Quand on en a une pensée, on la retrouve en tout. Je le sais, répondit l'archidiacre. Après un silence, le prêtre reprit. Vous êtes néanmoins assez misérable. Misérable, oui. Malheureux, non. En ce moment, un bruit de chevaux se fit entendre, et nos deux interlocuteurs virent défiler au bout de la rue une compagnie des archers de l'ordonnance du roi, des lances hautes, l'officier en tête. La cavalcade était brillante et résonnait sur le pavé. Comme vous regardez cet officier, dit Gringoire à l'archidiacre, c'est que je crois le reconnaître. Comment le nommez-vous? Je crois, dit Claude, qu'il s'appelle Phébus de Châteaupers. Phébus? Un nom de curiosité. Il y a aussi Phébus, comte de Foix. J'ai souvenir d'avoir connu une fille qui ne jurait que par Phébus. Venez-vous-en, dit le prêtre. J'ai quelque chose à vous dire. Depuis le passage de cette troupe, quelque agitation perçait sous l'enveloppe glaciale de l'archidiacre. Il se mit à marcher. Gringoire le suivait, habitué à lui obéir, comme tout ce qui avait approché une fois cet homme plein d'ascendant. Ils arrivèrent en silence jusqu'à la rue des Bernardins, qui était assez déserte, dont Claude s'y arrêta. « Qu'avez-vous à me dire, mon maître ?» lui demanda Gringoire. « Est-ce que vous ne trouvez pas, répondit l'archidiacre d'un air de profonde réflexion, que l'habit de ces cavaliers que nous venons de voir est plus beau que le vôtre et que le mien ?» Gringoire hocha la tête. « Ma foi, j'aime mieux ma gonelle jaune et rouge que ces écailles de fer et d'acier. Beau plaisir de faire, en marchant, le même bruit que le quai de la Ferraille, par un tremblement de terre. Donc, Gringoire, vous n'avez jamais porté envie à ces beaux fils en hoquetons de guerre? Envie de quoi, monsieur l'archidiacre? De leur force, de leur armure, de leur discipline? Mieux valent la philosophie et l'indépendance en guenilles. J'aime mieux être tête de mouche que queue de lion. Cela est singulier, dit le prêtre rêveur. Une belle livrée est pourtant belle. Gringoire, le voyant pensif, le quitta pour aller admirer le porche d'une maison voisine. Il revint en frappant des mains. Si vous étiez moins occupé des beaux habits des gens de guerre, monsieur l'archidiacre, je vous prierais d'aller voir cette porte. Je l'ai toujours dit, la maison du sieur Aubry a une entrée la plus superbe du monde. Pierre Gringoire, dit l'archidiacre, qu'avez-vous fait de cette petite danseuse égyptienne? La Esmeralda? Vous changez bien brusquement de conversation. N'était-elle pas votre femme? Oui, au moyen d'une cruche cassée. Nous en avions pour 4 ans. À propos, ajouta Gringoire en regardant l'archidiacre d'un air à demi goguenard, vous y pensez donc toujours? Et vous? Vous n'y pensez plus? Peu. J'ai tant de choses. Mon Dieu, que la petite chèvre était jolie. Cette bohémienne ne vous avait-elle pas sauvé la vie? C'est par Dieu vrai. Eh bien, qu'est-elle devenue? Qu'en avez-vous fait? Je ne vous dirai pas. Je crois qu'ils l'ont pendue. Vous croyez? Je ne suis pas sûre. Quand j'ai vu qu'ils voulaient pendre les gens, je me suis retirée du jeu. C'est là tout ce que vous en savez? Attendez donc. On m'a dit qu'elle s'était réfugiée dans Notre-Dame et qu'elle y était en sûreté. Et j'en suis ravie. Et je n'ai pu découvrir si la chèvre s'était sauvée avec elle, et c'est tout ce que j'en sais. Je vais vous en apprendre davantage, cria donc Claude, et sa voix, jusqu'alors basse, lente et presque sourde, était devenue tonnante. Elle est en effet réfugiée dans Notre-Dame, mais dans 3 jours la justice l'y reprendra, et elle sera pendue en grève. Il y a arrêt du Parlement. Voilà qui est fâcheux, dit Gringoire. Le prêtre, en un clin d'œil, était redevenu froid et calme. Et qui diable, reprit le poète, s'est donc amusé à solliciter un arrêt de réintégration? Est-ce qu'on ne pouvait pas laisser le Parlement tranquille? Qu'est-ce que cela fait qu'une pauvre fille s'abrite sous les arcs boutants de Notre-Dame à côté des nids d'hirondelles? Il y a des satans dans le monde, répondit l'archidiacre. Cela est diablement mal émanché, observa Gringoire. L'archidiacre reprit après un silence. Donc, elle vous a sauvé la vie? Chez mes bons amis les truandiers. Un peu plus, un peu moins, j'ai été pendu. Il en serait fâché aujourd'hui. Est-ce que vous ne voulez rien faire pour elle? Je ne demande pas mieux, donc Claude.
Mais si je vais m'entortiller une vilaine affaire autour du corps, qu'importe. Bah, qu'importe. Vous êtes bon, vous, mon maître. J'ai de grands ouvrages commencés. Le prêtre se frappa le front. Malgré le calme qu'il affectait, de temps en temps, un geste violent révélait ses convulsions intérieures. Comment la sauver ? Gringoire lui dit. Mon maître, je vous répondrai. Il padelt, ce qui veut dire en turc, Dieu est notre espérance. Comment la sauver ? Répéta Claude Rêveur. Gringoire à son tour se frappa le front. Écoutez mon maître, j'ai de l'imagination, je vais vous trouver des expédients. Si on demandait la grâce au roi, à Louis XI, une grâce ? Pourquoi pas ? Apprendre son os au tigre. Gringoire se mit à chercher de nouvelles solutions. Eh bien, tenez, voulez-vous que j'adresse aux matrones une requête avec déclaration que la fille est enceinte ? Cela fit étinceler la creuse prunelle du prêtre. Enceinte ? Drôle. Est-ce que tu en sais quelque chose ? Gringoire fut effrayé de son air. Il se hâta de dire « Oh, non pas moi. Notre mariage était un vrai mariage fait avec ceux du dehors. Je suis resté dehors, mais enfin, on obtiendrait un sursis. Folie, infamie, tais-toi. Vous avez tort de vous fâcher, grommela Gringoire. On obtient un sursis. Cela ne fait de mal à personne et cela fait gagner 40 deniers parisis aux matrones qui sont de pauvres femmes. » Le prêtre ne l'écoutait pas. « Il faut pourtant qu'elle sorte de là, murmura-t-il. L'arrêt est exécutoire sous 3 jours. D'ailleurs, il n'y aurait pas d'arrêt, ce Quasimodo. Les femmes ont des goûts bien dépravés. » Il haussa la voix. « Maître Pierre, j'y ai bien réfléchi. Il n'y a qu'un moyen de salut pour elle. Lequel ? Moi, je n'en vois plus. Écoutez, Maître Pierre, souvenez-vous que vous lui devez la vie. Je vais vous dire franchement mon idée. L'église est guettée jour et nuit. On n'en laisse sortir que ceux qu'on y a vus entrer. Vous pourrez donc entrer, vous viendrez, je vous introduirai près d'elle. Vous changerez d'habit avec elle. Elle prendra votre pourpoint. Vous prendrez sa jupe. Cela va bien jusqu'à présent, observa le philosophe. Et puis, elle sortira avec vos habits. Vous resterez avec les siens. On vous pendra peut-être, mais elle sera sauvée. Gringoire se gratta l'oreille avec un air très sérieux. « Tiens, dit-il, voilà une idée qui ne me serait jamais venue toute seule. » À la proposition inattendue de Don Claude, la figure ouverte et bénigne du poète s'était brusquement rembrunie, comme un riant paysage d'Italie quand il survient un coup de vent malencontreux qui écrase un nuage sur le soleil. « Eh bien, Gringoire, que dites-vous du moyen ? Je dis, mon maître, qu'on ne me prendra pas peut-être, mais qu'on m'en pendra indubitablement. » Cela ne vous regarde pas. La peste, dit Gringoire. Elle vous a sauvé la vie. C'est une dette que vous payez. Il y en a bien d'autres que je ne paie pas. Maître Pierre, il faut absolument. L'archidiacre parlait avec empire. Écoutez donc, Claude, répondit le poète tout consterné. Vous tenez à cette idée et vous avez tort. Je ne vois pas pourquoi je me ferais pendre à la place d'un autre. Qu'avez-vous donc tant qui vous attache à la vie ? Ah, 1000 raisons. Lesquelles, s'il vous plaît ? Lesquelles ? L'air, le ciel, le matin, le soir, le clair de lune, mes bons amis les truands, nos gorges chaudes, avec les vilotières, les belles architectures de Paris à étudier, trois gros livres à faire, dont un contre l'évêque et ses moulins, que sais-je, moi. Anaxagoras disait qu'il était au monde pour admirer le soleil. Et puis, j'ai le bonheur de passer toutes mes journées du matin au soir avec un homme de génie qui est moi, et c'est fort agréable. Tête à faire un grelot, grommela l'archidiacre. Eh, parle, cette vie que tu te fais si charmante, qui te l'a conservée ? À qui dois-tu de respirer cet air, de voir ce ciel, et de pouvoir encore amuser ton esprit d'alouettes, de billes vesées et de folie ? Sans elle, où serais-tu ? Tu veux donc qu'elle meure ? Elle part, qui tu es vivant ? Qu'elle meure, cette créature, belle, douce, adorable, nécessaire à la lumière du monde, plus divine que Dieu, tandis que toi, demi-sage et demi-fou, vaine ébauche de quelque chose, espèce de végétal qui croit marcher et qui croit penser, tu continueras à vivre avec la vie que tu lui as volée, aussi inutile qu'une chandelle en plein midi ? Allons, un peu de pitié. Gringoire, sois généreux à ton tour. C'est elle qui a commencé.
Le prêtre était véhément. Gringoire l'écouta d'abord avec un air indéterminé, puis il s'attendrit et finit par faire une grimace tragique qui fit ressembler sa blême figure à celle d'un nouveau-né qui a la colique. « Vous êtes pathétique, dit-il en essuyant une larme. Eh bien, j'y réfléchirai. C'est une drôle d'idée que vous avez eue là. Après tout, poursuivit-il après un silence, qui sait, peut-être ne me pendront-ils pas ? N'épouse pas toujours qui fiance. Quand ils me trouveront dans cette logette, si grotesquement affublée, en jupe et en coiffe, peut-être éclateront-ils de rire. Et puis, s'ils me pendent, eh bien, la corde, c'est une mort comme une autre. Ou, pour mieux dire, ce n'est pas une mort comme une autre. C'est une mort digne du sage qui a oscillé toute sa vie. Une mort qui n'est ni chair ni poisson. Comme l'esprit du véritable sceptique, une mort toute empreinte de pyrrhonisme et d'hésitation, qui tient le milieu entre le ciel et la terre, qui vous laisse en suspens. C'est une mort de philosophe, et j'y étais prédestiné peut-être. Il est magnifique de mourir quand on a vécu. Le prêtre l'interrompit. Est-ce convenu ? Qu'est-ce que la mort à tout prendre ? Poursuivit Gringoire avec exaltation. Un mauvais moment, un péage, le passage de peu de choses à rien. Quelqu'un ayant demandé à Cercidas, mégalopolitain, s'il mourait volontiers ? Pourquoi non, répondit-il, car après ma mort je verrai ces grands hommes. Pythagoras entre les philosophes, Hécataeus entre les historiens, Homère entre les poètes, Olympe entre les musiciens. L'archidiacre lui présenta la main. Donc c'est dit, vous viendrez demain ? Ce geste ramena Gringoire au positif. Ah, ma foi non, dit-il du ton d'un homme qui se réveille. Être pendu, c'est trop absurde. Je ne veux pas. Adieu alors. Et l'archidiacre ajouta entre ses dents. Je te trouverai. Je ne veux pas que ce diable d'homme me trouve, pensa Gringoire, et il courut après Don Claude. Tenez, monsieur l'archidiacre, pas d'humeur entre vieux amis. Vous vous intéressez à cette fille, à ma femme, veux-je dire ? C'est bien. Les nuits de Léa, c'est seulement sur Vibration. Vibrons ensemble. Vibration, les nuits de Léa. Vibration, vibrons ensemble. Vous avez imaginé un stratagème pour la faire sortir sauve de Notre-Dame. Mais votre moyen est extrêmement désagréable pour moi, Gringoire. Si j'en avais un autre, moi, je vous préviens qu'il vient de me survenir à l'instant une inspiration très lumineuse. Si j'avais une idée expédiente pour la tirer du mauvais pas, sans compromettre mon cou avec le moindre nœud coulant, qu'est-ce que vous diriez ? Cela ne vous suffirait-il point ? Est-il absolument nécessaire que je sois pendu pour que vous soyez content ? Le prêtre arrachait d'impatience les boutons de sa soutane. Ruisseau de paroles. Quel est ton moyen ? Oui, reprit Gringoire, se parlant à lui-même et touchant son nez avec son index en signe de méditation. C'est cela. Les truands sont de braves fils. La tribu d'Égypte l'aime. Ils se lèveront au premier mot. Rien de plus facile. Un coup de main, à la faveur du désordre, on l'enlèvera aisément. Dès demain soir, ils ne demanderont pas mieux. Le moyen parle, dit le prêtre en le secouant. Gringoire se tourna majestueusement vers lui. Laissez-moi donc. Vous voyez bien que je compose. Il réfléchit encore quelques instants. Puis il se mit à battre des mains à sa pensée en criant. Admirable, réussite sûre. Le moyen, reprit Claude en colère. Gringoire était radieux. Venez que je vous dise cela tout bas. C'est une contre-mine vraiment gaillarde et qui nous tire tous d'affaire, par Dieu. Il faut convenir que je ne suis pas un imbécile. Il s'interrompit. Ah ça, la petite chèvre est-elle avec la fille ? Oui, que le diable t'emporte. C'est qu'il l'aurait pendue aussi, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que cela me fait ? Oui, il l'aurait pendue. Ils ont bien pendu une truie le mois passé. Le bourrel aime ça. Il mange la bête après. Pendre ma jolie Djali, pauvre petit agneau. Malédiction, s'écria Don Claude. Le bourreau, c'est toi. Quel moyen de salut as-tu donc trouvé ? Drôle. Faudra-t-il t'accoucher ton idée avec le forceps ? Tout beau, maître. Voici. Gringoire se pencha à l'oreille de l'archidiacre et lui parla très bas, en jetant un regard inquiet d'un bout à l'autre de la rue où il ne passait pourtant personne.
Quand il eut fini, don Claude lui prit la main et lui dit froidement « C'est bon, à demain. »« À demain, » répéta Gringoire. Et tandis que l'archidiacre s'éloignait d'un côté, il s'en alla de l'autre en se disant à demi-voix « Voilà une fière affaire, monsieur Pierre Gringoire. N'importe. Il n'est pas dit parce qu'on est petit qu'on s'effraiera d'une grande entreprise. » Biton porta un grand taureau sur ses épaules, les hochequeux, les fauvettes et les taquets traversent l'océan. L'archidiacre, en rentrant au cloître, trouva à la porte de sa cellule son frère Jean du Moulin, qui l'attendait et qui avait charmé les ennuis de l'attente en dessinant avec un charbon sur le mur un profil de son frère aîné enrichi d'un nez démesuré. Don Claude regarda à peine son frère. Il avait d'autres songes. Ce joyeux visage de vaurien dont le rayonnement avait tant de fois rassénéré la sombre physionomie du prêtre était maintenant impuissant à fondre la brume qui s'épaississait chaque jour davantage sur cette âme corrompue, méphitique et stagnante. « Mon frère, dit timidement Jean, je viens vous voir. » L'archidiacre ne leva seulement pas les yeux sur lui. Après, « Mon frère, reprit l'hypocrite, vous êtes si bon pour moi, et vous me donnez de si bons conseils que je reviens toujours à vous. Ensuite, hélas, mon frère, c'est que vous aviez bien raison quand vous me disiez Jean, Jean. La doctrine des docteurs, la discipline des disciples se perdent. Jean, soyez sage. Jean, docte Jean, ne pernoctez pas hors le collège sans légitime et congé du maître. Ne battez pas les Picards, Noli, Joanne, Verbarare, Picardos. Ne pourrissez pas comme un âne illettré, quasi asinus, illiteratus, sur le feur de l'école. Jean, laissez-vous punir à la discrétion du maître. Jean, allez tous les soirs à la chapelle et chantez-y une antienne avec verset et oraison à Madame la glorieuse Vierge Marie. Hélas, que c'était là de très excellents avis. Et puis, mon frère, vous voyez un coupable, un criminel, un misérable, un libertin, un homme énorme. Mon cher frère, Jean a fait de vos gracieux conseils paille et fumier à fouler aux pieds. J'en suis bien châtié, et le bon Dieu est extraordinairement juste. Tant que j'ai eu de l'argent, j'ai fait ripaille, folie et vie joyeuse. Oh, que la débauche, si charmante de face, laide et rechignée par derrière. Maintenant, je n'ai plus un blanc. J'ai vendu ma nappe, ma chemise et ma toile. Plus de joyeuse vie. La belle chandelle est éteinte, et je n'ai plus que la vilaine mèche de suif qui me fume dans le nez. Les filles se moquent de moi. Je bois de l'eau. Je suis bourrelé de remords et de créanciers. Le reste, dit l'archidiacre. Hélas, très cher frère, je voudrais bien me ranger à une meilleure vie. Je viens à vous, plein de contrition. Je suis pénitent. Je me confesse. Je me frappe la poitrine à grands coups de poing. Vous avez bien raison de vouloir que je devienne un jour licencié sous-moniteur du collège de Torchy. Voici que je me sens à présent une vocation magnifique pour cet état. Mais je n'ai plus d'encre. Il faut que j'en rachète. Je n'ai plus de plumes. Il faut que j'en rachète. Je n'ai plus de papier. Je n'ai plus de livres. Il faut que j'en rachète. J'ai grand besoin pour cela d'un peu de finance. Et je viens à vous, mon frère, le cœur plein de contrition. Est-ce tout ? Oui, dit l'écolier. Un peu d'argent. Je n'en ai pas. L'écolier dit alors d'un air grave et résolu en même temps. Eh bien, mon frère, je suis fâché d'avoir à vous dire qu'on me fait d'autre part de très belles offres et propositions. Vous ne voulez pas me donner d'argent ? Non. En ce cas, je vais me faire truand. En prononçant ce mot monstrueux, il prit une mine d'Ajax, s'attendant à voir tomber la foudre sur sa tête. L'archidiacre lui dit froidement « Faites-vous truand ». Jean le salua profondément et redescendit l'escalier du cloître en sifflant. Au moment où il passait dans la cour du cloître, sous la fenêtre de la cellule de son frère, il entendit cette fenêtre s'ouvrir, leva le nez et vit passer par l'ouverture la tête sévère de l'archidiacre. « Va-t'en au diable, disait don Claude. Voici le dernier argent que tu auras de moi. » En même temps,
Le prêtre jeta à Jean une bourse qui fit à l'écolier une grosse bosse au front, et dont Jean s'en alla à la fois fâché et content, comme un chien qui lapiderait avec des os à moelle. Le lecteur n'a peut-être pas oublié qu'une partie de la cour des miracles était enclose par l'ancien mur d'enceinte de la ville, dont bon nombre de tours commençaient à cette époque à tomber en ruine. L'une de ces tours avait été convertie en lieu de plaisir par les truands. Il y avait cabaret dans la salle basse et le reste dans les étages supérieurs. Cette tour était le point le plus vivant et par conséquent le plus hideux de la truanderie. C'était une sorte de ruche monstrueuse qui bourdonnait nuit et jour. La nuit, quand tout le surplus de la gueuserie dormait, quand il n'y avait pas une fenêtre allumée sur les façades terreuses de la place, quand on n'entendait plus sortir un cri de ces innombrables maisonnées, de ces fourmilières de voleurs, de filles et d'enfants volés aux bâtards, on reconnaissait toujours la joyeuse tour au bruit qu'elle faisait, à la lumière écarlate qui, rayonnant à la fois aux soupiraux, aux fenêtres, aux fissures des murs lézardés, s'échappait pour ainsi dire de tous ses pores. La cave était donc le cabaret. On y descendait par une porte basse et par un escalier aussi raide qu'un alexandrin classique. Sur la porte, il y avait en guise d'enseigne un merveilleux barbouillage représentant des sols neufs et des poulets tués avec ce calembour au-dessous, au sonneur pour les trépasser. Un soir, au moment où le couvre-feu sonnait à tous les beffrois de Paris, les sergents du guet, s'il leur eût été donné d'entrer dans la redoutable cour des miracles, auraient pu remarquer qu'il se faisait, dans la caverne des truands, plus de tumulte encore qu'à l'ordinaire, qu'on y buvait plus et qu'on y jurait mieux. Au dehors, il y avait dans la place force groupe qui s'entretenait à voix basse, comme lorsqu'il se trame un grand dessin. Et ça et là un drôle, accroupi qui aiguisait une méchante lame de fer sur un pavé. Cependant, dans la taverne même, le vin et le jeu étaient une si puissante diversion aux idées qui occupaient ce soir-là la truanderie, qu'il eût été difficile de deviner au propos des buveurs de quoi il s'agissait. Seulement, ils avaient l'air plus gais que de coutume, et on leur voyait à tous reluire quelque arme entre les jambes, une serpe, une cognée, un gros estramasson, ou le croc d'une vieille à queue-butte. La salle, de forme ronde, était très vaste, mais les tables étaient si pressées et les buveurs si nombreux que tout ce que contenait la taverne, hommes, femmes, bancs, cruches à bière, ceux qui buvaient, ceux qui dormaient, ceux qui jouaient, les bien portants, les éclopés, semblaient entassés pêle-mêle avec autant d'ordre et d'harmonie qu'un tas d'écailles d'huîtres. Il y avait quelques suifs allumés sur les tables, mais le véritable luminaire de la taverne, ce qui remplissait dans le cabaret le rôle du lustre dans une salle d'opéra, c'était le feu. Cette cave était si humide qu'on n'y laissait jamais éteindre la cheminée, même en plein été. Une cheminée immense, un manteau à manteau sculpté, tout hérissé de lourds chenets de fer et d'appareils de cuisine, avec un de ces gros feux mêlés de bois et de tourbes qui, la nuit, dans les rues de village, font saillir si rouge sur les murs d'en face le spectre des fenêtres de forge. Un grand chien, gravement assis dans la cendre, tournait devant la braise une broche chargée de viande. Quelle que fût la confusion, après le premier coup d'œil, on pouvait distinguer dans cette multitude 3 groupes principaux qui se pressaient autour de 3 personnages que le lecteur connaît déjà. L'un de ces personnages, bizarrement accoutré de main topier oripeau oriental, était Mathias Ungadi Spicali, duc d'Égypte et de Bohême. Le maraud était assis sur une table, les jambes croisées, le doigt en l'air, et faisait d'une voix haute distribution de sa science en magie blanche et noire à maintes faces béantes qui l'entouraient. Une autre cohue s'épaississait autour de notre ancien ami, le vaillant roi de Thunes, armé jusqu'aux dents. Clopin Trouillefou, d'un air très sérieux et à voix basse, réglait le pillage d'une énorme futaille pleine d'armes, largement défoncée devant lui, d'où se dégorgeaient en foule haches, épées, bassinets, cottes de mailles, platers, fers de lance et d'archegailles, sagettes et viretons, comme pommes et raisins d'une corne d'abondance. Chacun prenait au tas, qui le morion, qui l'esto, qui la miséricorde à poignée en croix. Les enfants eux-mêmes s'armaient, et il y avait jusqu'à des culs de jatte qui, bardés et cuirassés,
passaient entre les jambes des buveurs comme de gros scarabées. Enfin, un troisième auditoire, le plus bruyant, le plus jovial et le plus nombreux, encombrait les bancs et les tables au milieu desquels pérorait et jurait d'une voix en flûte qui s'échappait de dessous une pesante armure complète du casque aux éperons. L'individu qui s'était ainsi vissé une panoplie sur le corps disparaissait tellement sous l'habit de guerre qu'on ne voyait plus de sa personne qu'un nez effronté, rouge, retroussé, une boucle de cheveux blonds, une bouche rose et des yeux hardis. Il avait la ceinture pleine de dagues et de poignards, une grande épée au flanc, une arbalète rouillée à sa gauche et un vaste broc de vin devant lui, sans compter à sa droite une épaisse fille débrayée. Toutes les bouches alentour de lui riaient, sacraient et buvaient. Qu'on ajoute 20 groupes secondaires, les filles et les garçons de service courant avec des brocs en tête, les joueurs accroupis sur les billes, sur les mérelles, sur les dés, sur les vachettes, sur le jeu passionné du tringlet, les querelles dans un coin, les baisers dans l'autre, et l'on aura quelque idée de cet ensemble sur lequel vacillait la clarté d'un grand feu flambant qui faisait danser sur les murs du cabaret 1000 ombres démesurées et grotesques. Quant au bruit, c'était l'intérieur d'une cloche en grande volée. La lèche-frite, où pétillait une pluie de graisse, emplissait de son glapissement continu les intervalles de ces 1000 dialogues qui se croisaient d'un bout à l'autre de la salle. Il y avait parmi ce vacarme, au fond de la taverne, sur le banc intérieur de la cheminée, un philosophe qui méditait, les pieds dans la cendre et l'œil sur les tisons. C'était Pierre Gringoire. « Allons vite, dépêchons, armez-vous, on se met en marche dans 1 heure, disait Clopin trouille-fou à ses argotiers. Une fille fredonnait. « Bonsoir, mon père et ma mère. » Les derniers couvrent le feu. 2 joueurs de cartes se disputaient. « Valet !» criait le plus empourpré des deux. En montrant le poing à l'autre, je vais te marquer au trèfle. Tu pourras remplacer Mistigris dans le jeu de cartes de Monseigneur, le roi. Ouf, hurlait un Normand reconnaissable à son accent nasillard. On est ici tassés comme les saintes de Caillouville. Fils, disait à son auditoire le duc d'Égypte parlant en fausset, les sorcières de France vont au sabbat sans balai, ni graisse, ni monture, seulement avec quelques paroles magiques. Les sorcières d'Italie ont toujours un bouc qui les attend à leur porte. Toutes sont tenues de sortir par la cheminée. La voix du jeune drôle armé de pieds, en cape, dominait le brouhaha. C'est la nuit. Vibration. C'est Léa sur Vibration. Sur Vibration. Les sorcières d'Italie ont toujours un bouc qui les attend à leur porte. Toutes sont tenues de sortir par la cheminée. La voix du jeune drôle armé de pieds en cape dominait le brouhaha. « Noël, Noël !» criait-il. « Les premières armes aujourd'hui. Truand, je suis truand, ventre de Christ. Versez-moi à boire. Mes amis, je m'appelle Jean Frollo du Moulin et je suis gentilhomme. Je suis d'avis que, si Dieu était gendarme, il se ferait pillard. Frère, nous allons faire une belle expédition. Nous sommes des vaillants. Assiéger l'église, enfoncer les portes, en tirer la belle fille, la sauver des juges, la sauver des prêtres, démanteler le cloître, brûler l'évêque dans l'évêché. Nous ferons cela en moins de temps qu'il n'en faut à un bourgmestre pour manger une cuillerée de soupe. Notre cause est juste, nous pillerons Notre-Dame. Et tout sera dit. Nous pendrons Quasimodo. Connaissez-vous Quasimodo, mesdemoiselles ? L'avez-vous vu s'essouffler sur le bourdon un jour de grande Pentecôte ? Corne du Père, c'est très beau. On dirait un diable à cheval sur une gueule. Mes amis, écoutez-moi. Je suis truand au fond du cœur. Je suis argotier dans l'âme. Je suis né cagou. J'ai été très riche et j'ai mangé mon bien. Ma mère voulait me faire officier, mon père sous-diacre, ma tante conseiller aux enquêtes, ma grand-mère proto-notaire du roi, ma grand-tante trésorier de robe courte. Moi, je me suis fait truand. J'ai dit cela à mon père qui m'a craché sa malédiction au visage. À ma mère qui s'est mise, la vieille dame, à pleurer et à baver comme cette bûche sur ce chenet. Vive la joie! Je suis un vrai bicêtre. Tavernière, mamie, d'autres vins. J'ai encore de quoi payer. Je ne veux plus de vin de Suresnes. Il me chagrine le gosier. J'aimerais autant, corps-bœuf, me gargariser d'un panier.
Cependant, la cohue applaudissait avec les éclats de rire, et voyant que le tumulte redoublait autour de lui, l'écolier s'écria « Oh, le beau bruit ! Populi, debacantis populosa, debacatio. Populeux emportement du peuple qui s'emporte. » Alors, il se mit à chanter, l'œil comme noyé dans l'extase, du ton d'un chanoine qui entonne vêpres. Quel cantique, quels instruments, quel chant, quelle mélodie se chante ici sans fin. Les suaves instruments des hymnes résonnent, la douce mélodie des anges, les admirables cantiques des cantiques. Buffetière du diable, donne-moi à souper. Il y eut un moment de quasi-silence pendant lequel s'éleva à son tour la voix aigre du duc d'Égypte, enseignant ses bohémiens. La belette s'appelle Aduine, le renard pied bleu ou le coureur des bois, le loup pied gris ou pied doré, l'ours, le vieux ou le grand-père. Le bonnet d'un gnome rend invisible et fait voir les choses invisibles. Tout crapaud qu'on baptise doit être vêtu de velours rouge ou noir, une sonnette au cou, une sonnette au pied. Le parrain tient la tête, la marraine le derrière. C'est le démon Sidragazum qui a le pouvoir de faire danser les filles toutes nues. Par la messe, interrompit Jean, je voudrais être le démon Sidragazum. Cependant, les truands continuaient de s'armer en chuchotant à l'autre bout du cabaret. Cette pauvre Esmeralda, disait un bohémien, c'est notre sœur, il faut la tirer de là. Est-elle donc toujours à Notre-Dame ? Reprenait un mercandier à mine de juif. Oui, par Dieu. Eh bien, camarade, s'écria le marcandier à Notre-Dame, d'autant mieux qu'il y a à la chapelle des saints Féréol et Ferrution, 2 statues, l'une de Saint Jean-Baptiste, l'autre de Saint-Antoine, toutes d'or, pesant ensemble 17 marques d'or et 15 estelins, et les sous-pieds d'argent dorés, 17 marques 5 onces. Je sais cela, je suis orfèvre. Ici, on servit à Jean son souper. Il s'écria, en s'étalant sur la gorge de la fille sa voisine. Par Saint Wout de Luc, que le peuple appelle Saint Gogelu, je suis parfaitement heureux. J'ai là devant moi un imbécile qui me regarde avec la mine glabre d'un archiduc. En voici un à ma gauche qui a les dents si longues qu'elles lui cachent le menton. Et puis je suis comme le maréchal de Gier, au siège de Pontoise, j'ai ma droite appuyée à un mamelon. Ventre marron, camarade, tu as l'air d'un marchand d'esteufs, et tu viens t'asseoir auprès de moi. Je suis noble, l'ami. La marchandise est incompatible avec la noblesse. Va-t'en de là. Oh là, vous autres, ne vous battez pas. Comment, Baptiste Crocoison, toi qui as un si beau nez, tu vas le risquer contre les gros poings de ce butor, imbécile. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir un nez. Tu es vraiment divine, Jacqueline Ronge-Oreille. C'est dommage que tu n'aies pas de cheveux. Oh là, je m'appelle Jean Frollo et mon frère est archidiacre. Que le diable l'emporte. Tout ce que je vous dis est la vérité. En me faisant truand, j'ai renoncé de gaieté de cœur à la moitié d'une maison située dans le paradis que mon frère m'avait promise. Je cite le texte. J'ai un fief rue Kirchap, et toutes les femmes sont amoureuses de moi. Aussi vrai qu'il est que Saint-Éloi était un excellent orfèvre et que les 5 métiers de la bonne ville de Paris sont les tanneurs, les mégissiers, les baudroyeurs, les boursiers, les sueurs, et que Saint-Laurent a été brûlé avec des coquilles d'œufs. Je vous jure, camarade, que je ne beuvrai de piment devant un an si je s'y mens. Ma charmante, il fait clair de lune. Regarde donc là-bas, par le soupirail comme le vent chiffonne les nuages. Ainsi je fais ta gorgerette. Les filles, mouchez les enfants et les chandelles. Christ et Mahon. Qu'est-ce que je mange là, Jupiter? Oh, et la matrule. Les cheveux qu'on ne trouve pas sur la tête de tes ribaudes, on les retrouve dans tes omelettes. La vieille, j'aime les omelettes chauves. Que le diable te fasse camuse. Belle, hôtellerie de Belzébuth où les ribaudes se peignent avec les fourchettes. Cela dit, il brisa son assiette sur le pavé et se mit à chanter à tue-tête. Et je n'ai, moi, par le sang de Dieu, ni foi ni loi, ni feu ni lieu, ni roi, ni Dieu. Cependant, Clopin Trouillefou avait fini sa distribution d'armes. Il s'approcha de Gringoire qui paraissait plongé dans une profonde rêverie, les pieds sur un chenet. « L'ami Pierre, dit le roi de Tunis,
À quoi diable penses-tu ? Gringoire se tourna vers lui avec un sourire mélancolique. J'aime le feu, mon cher seigneur. Non par la raison triviale que le feu réchauffe nos pieds ou cuit notre soupe, mais parce qu'il y a des étincelles. Quelquefois, je passe des heures à regarder des étincelles. Je découvre 1000 choses dans ces étoiles qui saupoudrent le fond noir de l'âtre. Ces étoiles-là aussi sont des mondes. Tonnerre, si je te comprends, dit le truand. Sais-tu quelle heure il est ? Je ne sais pas, répondit Gringoire. Clopin s'approcha alors du duc d'Égypte. Camarade Mathias, le quart d'heure n'est pas bon. On dit le roi Louis XI à Paris. Raison de plus pour lui tirer notre sœur des griffes, répondit le vieux bohémien. Tu parles en homme, Mathias, dit le roi de Tunis. D'ailleurs, nous ferons lestement. Pas de résistance à craindre dans l'église. Les chanoines sont des lièvres et nous sommes en force. Les gens du Parlement seront bien attrapés demain quand ils viendront la chercher. Boyau du pape, je ne veux pas comprendre la jolie fille. Clopin sortit du cabaret. Pendant ce temps-là, Jean s'écriait d'une voix enrouée. Je bois, je mange, je suis Yves, je suis Jupiter. Et Pierre l'Assommeur. Si tu me regardes encore comme cela, je vais t'épousseter le nez chez des chiquenaudes. De son côté, Gringoire, arraché de ses méditations, s'était mis à considérer la scène fougueuse et criarde qui l'environnait en murmurant entre ses dents. Luxurieuse chose que le vin est tumultueuse que l'ivresse. Hélas, que j'ai bien raison de ne pas boire, et que saint Benoît dit excellemment, le vin fait apostasier même les sages. En ce moment, Clopin rentra et cria d'une voix de tonnerre. Minuit. À ce mot, qui fit l'effet du bout de sel, sur un régiment halte, tous les truands, hommes, femmes, enfants, se précipitèrent en foule hors de la taverne avec un grand bruit d'armes et de ferrailles. La lune s'était voilée. La cour des miracles était tout à fait obscure. Il n'y avait pas une lumière. Elle était pourtant loin d'être déserte. On y distinguait une foule d'hommes et de femmes qui ne se parlaient pas. On les entendait bourdonner. Et l'on voyait reluire toutes sortes d'armes dans les ténèbres. Clopin monta sur une grosse pierre. « À vos rangs, l'argot !» cria-t-il. « À vos rangs, l'Égypte ! À vos rangs, Galilée !» Un mouvement se fit dans l'ombre. L'immense multitude parut se former en colonne. Après quelques minutes, le roi de Tunis éleva encore la voix. Maintenant, silence pour traverser Paris. Le mot de passe est petite flambe en baguenot. On allumera les torches qu'à Notre-Dame. En marche ! 10 minutes après, les cavaliers du guet s'enfuyaient épouvantés devant une longue procession d'hommes noirs et silencieux qui descendaient vers le pont au change, à travers les rues tortueuses qui percent en tous sens le massif quartier des Halles. Cette même nuit, Quasimodo ne dormait pas. Il venait de faire sa dernière ronde dans l'église. Il n'avait pas remarqué, au moment où il enfermait les portes, que l'archidiacre était passé près de lui et avait témoigné quelque humeur en le voyant verrouiller et cadenasser avec soin l'énorme armature de fer qui donnait, à leurs larges battants, la solidité d'une muraille. Don Claude avait l'air encore plus préoccupé qu'à l'ordinaire. Du reste, depuis l'aventure nocturne de la cellule, il maltraitait constamment Quasimodo. Mais il avait beau le rudoyer, le frapper même quelquefois, rien n'ébranlait la soumission, la patience, la résignation dévouée du fidèle sonneur. De la part de l'archidiacre, il souffrait tout, injures, menaces, coups, sans murmurer un reproche, sans pousser une plainte. Tout au plus, le suivait-il des yeux avec inquiétude quand Don Claude montait l'escalier de la tour, mais l'archidiacre s'était de lui-même abstenu de reparaître aux yeux de l'égyptienne. Cette nuit-là donc, Quasimodo, après avoir donné un coup d'œil à ces pauvres cloches si délaissées, à Jacqueline, à Marie, à Thibaut, était monté jusque sur le sommet de la tour septentrionale. Et là, posant sur les plombs sa lanterne sourde bien fermée, il s'était mis à regarder Paris. La nuit, nous l'avons déjà dit, était fort obscure. Paris, qui n'était pour ainsi dire pas éclairé à cette époque, représentait à l'œil un amas confus de masses noires, coupées ça et là par la courbe blanchâtre de la Seine. Quasimodo n'y voyait plus de lumière qu'à une fenêtre d'un édifice éloigné dont le vague et sombre profil se dessinait bien au-dessus des toits du côté de la porte Saint-Antoine. Là aussi, il y avait quelqu'un qui veillait.
Tout en laissant flotter dans cet horizon de brume et de nuit son unique regard, le sonneur sentait au-dedans de lui-même une inexprimable inquiétude. Depuis plusieurs jours, il était sur ses gardes. Il voyait sans cesse rôder autour de l'église des hommes à mine sinistre qui ne quittaient pas des yeux l'asile de la jeune fille. Il songeait qu'il se tramait peut-être quelque complot contre la malheureuse réfugiée. Il se figurait qu'il y avait une haine populaire sur elle, comme il y en avait une sur lui, et qu'il se pourrait bien qu'il arrivait bientôt quelque chose. Aussi se tenait-il sur son clocher aux aguets, rêvant dans son rêvoir, comme dit Rabelais, l'œil tour à tour sur la cellule et sur Paris, faisant surgarde comme un bon chien, avec 1000 défiances dans l'esprit. Tout à coup, tandis qu'il scrutait la grande ville de cet œil que la nature, par une sorte de compensation, avait fait si perçant qu'il pouvait presque suppléer aux autres organes qui manquaient à Quasimodo, il lui parut que la silhouette du quai de la vieille pelleterie avait quelque chose de singulier, qu'il y avait un mouvement sur ce point, que la ligne du parapet détachée en noir sur la blancheur de l'eau n'était pas droite et tranquille semblablement à celle des autres quais, mais qu'elle ondulait au regard comme les vagues d'un fleuve ou comme les têtes d'une foule en marche. Cela lui parut étrange. Il redoubla d'attention. Le mouvement semblait venir vers la cité. Aucune lumière d'ailleurs. Il dura quelque temps sur le quai, puis il s'écoula peu à peu, comme si ce qui passait entrait dans l'intérieur de l'île, puis il cessa tout à fait, et la ligne du quai redevint droite et immobile. Au moment où Quasimodo s'épuisait en conjectures, il lui sembla que le mouvement reparaissait dans la vue du parvis qui se prolonge dans la cité, perpendiculairement à la façade de Notre-Dame. Enfin, si épaisse que fut l'obscurité, il vit une tête de colonne déboucher par cette rue et en un instant se répandre dans la place une foule dont on ne pouvait rien distinguer dans les ténèbres, sinon que c'était une foule. Ce spectacle avait sa terreur. Il est probable que cette procession singulière, qui semblait si intéressée à se dérober sous une profonde obscurité, ne gardait pas un silence moins profond. Cependant, un bruit quelconque devait s'en échapper, ne fût-ce qu'un piétinement. Mais ce bruit n'arrivait même pas à notre sourd, et cette grande multitude dont il voyait à peine quelque chose et dont il n'entendait rien, s'agitant et marchant néanmoins si près de lui faisait l'effet d'une cohue de mort, muette, impalpable, perdue dans une fumée. Il lui semblait voir s'avancer vers lui un brouillard plein d'hommes, voir remuer des ombres dans l'ombre. Les nuits de Léa sur Vibration. Vibration, vibrons ensemble. Conforama, le confort pour tous. Après les cadeaux de Noël, c'est l'avalanche de bons plans chez Conforama. Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur. En ce moment, vous avez jusqu'à moins 200 € sur une sélection d'électroménager, lavage et froid. Bon, finalement, on s'y fait bien à l'hiver. Rendez-vous en rayon pour en profiter. Conforama, le confort pour tous. Offre valable du 15 janvier au 11 février 2019. Voir conditions auprès de nos vendeurs conseils.间愁
风大鼓荡野洋，你江水弯弯，春风短，情丝长，昨夜望春风。春风不知花落时，独有雨夜花。有情有义雨夜花，伴我走天涯。风大鼓荡野洋，你江水弯弯，春风短，情丝长，又见雨夜花。风大鼓荡野洋，你江水弯弯，春风短，情丝长，又见雨夜花。À partir du 1er janvier 2020 à minuit. Nuit des étoiles Chinese, la web radio des musiques chinoises. Nuit des étoiles Club, la web radio des musiques Dancefloor. Nuit des étoiles Star, la web radio des talents. Nuit des étoiles Dreams, la web radio spéciale nuit. Vous écoutez Radio Mix, l'ancienne émission de radio de Nuit des Étoiles Radio en 2016. Radio Mix. Nuit des Étoiles Souvenirs, la web radio des anciens enregistrements sur Nuit des Étoiles Radio en 2016. Radio Mix. Radio Mix. Radio Mix. Radio Mix. Vous écoutez Nuit des Étoiles Souvenirs. Sur Nuit des Étoiles Souvenirs, vous écoutez le dessin animé de Hubert et Takako qui venait de passer sur Nuit des Étoiles Radio en 2016. Offre réservée aux auditeurs de Nuit des Étoiles Dreams, Nuit des Étoiles Star, Nuit des Étoiles Club, Nuit des Étoiles Chinese et Nuit des Étoiles Souvenirs. Les 5 web radios de Nuit des Étoiles n'existeront plus à partir du 1er janvier 2020 à minuit. Par contre, vous pouvez retrouver toutes les musiques des 5 web radios sur WRNE. La web radio de Nuit des Étoiles, le nouveau nom de WRN. Quand vous entendez ces 3 musiques, Ça marche pour toi. T'auras qu'à dire, bah c'est la vie. Ça marche pour toi. Je vous présente Arima. Now the party's over. I'm so tired.
Ce sont les 3 musiques partenaires de Nuit des Étoiles. Avec Conforama, passez un Noël comme jamais. Laissez-vous inspirer pour la déco rêvée. Noël en douceur, chaleureux ou tropical, tous les styles sont dans nos collections décorations. Alors préparez-vous à un Noël comme jamais. Conforama, jusqu'au 24 décembre. Conditions sur conforama.fr. « 28 octobre 2019, nous sommes rendus au magasin Super U à Chauvigny. Ça va peut-être durer entre 20 ou 30 minutes. Et là, je suis avec Brian qui est avec moi. Bonjour, ouais, c'est Brian. Voilà. Et donc là, tu dis, nous sommes à Super U. Nous sommes à Super U de Chauvigny en compagnie de WRN Radio. Enfin, de Vincent plutôt, parce que voilà, de Vincent, moi. Et puis